La lumière du matin entre par les hautes fenêtres. Froide, sans pitié. Isabelle de Vaudreuil pose sa cuillère sur la porcelaine. Elle regarde son mari prendre sa tasse de café. Les doigts de Maxime se referment sur l'anse. Elle prononce 6 mots. « Je t'ai vu avec elle ». La tasse s'incline. Le café coule sur le lin blanc. La porcelaine heurte la table. Maxime la fixe. Il cherche les larmes. Il cherche la colère. Ce qu'il trouve, c'est une femme qui coupe un morceau de pain. Qui le beurre? Qui le porte à sa bouche? Qui mâche? Et ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que le calme d'Isabelle n'est pas du mépris. C'est la sérénité d'une femme qui a passé 3 nuits à comprendre quelque chose de si vaste que les mots arrivent sans effort. Parce qu'il n'y a plus rien à protéger. La salle du petit déjeuner baigne dans la lumière matinale qui entre par les 3 hautes fenêtres donnant sur le parc. C'est une lumière de Mars. Nette, impitoyable. Elle révèle chaque fissure du plâtre au-dessus de la cheminée, chaque irrégularité de la nappe de lin, chaque grain de poussière suspendu dans l'air immobile. Isabelle de Vaudreuil est assise depuis 7 minutes, droite, les mains posées de part et d'autre de sa tasse de tisane. Elle porte une robe gris perle. Pas de bijoux, pas de dentelle, rien qui attire l'œil. Devant elle, une assiette de porcelaine bleue, du pain, de la confiture de coing, un couteau en argent dont le manche porte les armes des Vaudreuil. Elle n'a pas encore touché au pain. La porte s'ouvre, Maxime entre. Il ne se presse jamais. Maxime de Vaudreuil, duc, 36 ans, occupe l'espace comme un meuble de prix. Présent, stable, vide. Il traverse la pièce en 3 enjambées mesurées. S'assoit à l'autre extrémité de la table. 8 pieds de bois cirés entre eux. La même distance depuis 9 ans. Il prend la tasse de café que le domestique a posée devant lui. Le café fume encore. Il porte la tasse à ses lèvres. Isabelle le regarde. Elle attend qu'il boive. Elle attend que la première gorgée descende, que ses épaules se détendent, que la matinée commence comme toutes les matinées depuis 9 ans. Alors elle parle. Je t'ai vu avec elle. La tasse s'arrête, à mi-chemin entre la table et sa bouche. Elle s'incline. Le café coule. Sur le bord, sur la soucoupe, sur le lin blanc, une tache brune qui s'élargit comme une blessure. Maxime lâche la tasse. Elle heurte la table. Le bruit est le seul son dans la pièce. Isabelle coupe un morceau de pain. Beurre, confiture, bouche, mâche. Maxime la fixe. Il cherche quelque chose dans son visage. La fureur, les larmes, l'accusation. Ce qu'il trouve, c'est une femme qui déjeune. Isabelle. Ta tasse. Elle désigne la porcelaine renversée. Le café qui coule encore. Qui atteint le bord de la table? Qui commence à goûter sur le tapis? Maxime ne bouge pas. Isabelle prend une deuxième bouchée. La mastique lentement. Avale. Boit une gorgée de tisane. Personne ne m'a dit quoi que ce soit, dit-elle. Sa voix est calme, presque douce. Je t'ai vu, tes mains, ta voix, la manière dont tu te penches vers elle quand tu parles. Elle pose sa tasse, regarde Maxime pour la première fois depuis qu'il est entré. Tu ne te penches jamais, pas vers moi. Maxime ouvre la bouche, la referme, cherche les mots, ceux qu'un homme prononce dans ces moments-là. Les mots qui expliquent, qui justifient, qui nient. Ce n'est pas ce que tu crois. Isabelle sourit, un sourire qui ne touche pas ses yeux. Ce que je crois, c'est que tu es capable de rire, que tu es capable de présence, et que tu m'as donné 9 ans d'absence en me faisant croire que c'était tout ce que tu avais. Elle plie sa serviette, avec la même méticulosité qu'elle a mise dans chaque geste de chaque matin depuis 9 ans. La pose à côté de son assiette. La trahison, ce n'est pas elle. C'est que tu peux, et que tu as choisi de ne pas le faire avec moi. Elle se lève. Lisse les plis de sa robe.
contourne la table, passe devant Maxime sans le regarder. À la porte, elle s'arrête. Je serai dans mon bureau, celui que j'ai quitté il y a 6 ans. Tu sais, celui dont tu n'as jamais remarqué qu'il était vide. Elle sort. Ses pas décroissent dans le corridor. Maxime reste assis, seul, face à une tasse renversée, une nappe tachée, et la certitude que ce qui vient de se produire n'est pas une accusation, c'est un diagnostic. La nuit tombe. Les domestiques ont allumé les lampes dans les corridors du premier étage. Isabelle monte l'escalier. Elle porte un châle sur les épaules. Dans ses mains, une pile de livres. Des volumes reliés en cuir sombre. Pétrarque, Dante, Boccace. Des éditions italiennes qu'elle n'a pas ouvertes depuis 6 ans. Elle atteint le palier, tourne à gauche, vers l'aile sud, vers la porte qu'elle a bien fermée il y a 6 ans et qu'elle a rouverte ce matin. Maxime l'attend devant la porte. Il est adossé au mur, les bras croisés. Il ne porte pas de veste, juste la chemise et le gilet, comme s'il était monté précipitamment. Isabelle s'arrête à 3 pas de lui. « Laisse-moi passer. Il faut que je t'explique. » « Non. » « Isabelle, je ne veux pas savoir si tu l'aimes. » Elle fait un pas vers lui, les livres serrés contre sa poitrine. « Je veux savoir pourquoi tu es vivant avec elle et mort avec moi. » Maxime la regarde. Il ouvre la bouche, la referme, cherche une réponse qui ne vient pas. Isabelle attend. 5 secondes, 10, 15. Puis elle contourne Maxime, ouvre la porte, entre dans le bureau. Maxime ne bouge pas. « J'ai rouvert le bureau », dit Isabelle depuis l'intérieur de la pièce. Sa voix traverse la porte entrebâillée. « Je ne le refermerai pas. Que tu comprennes ou non, que tu parles ou non. J'ai commencé quelque chose ce matin, et je ne vais pas m'arrêter. » Elle ferme la porte. Maxime reste dans le corridor, face au bois sombre, aux ferrures en bronze, à la certitude que quelque chose d'irréversible vient de commencer. Le bureau du sud est une pièce carrée, 2 fenêtres donnant sur le jardin, des étagères du sol au plafond sur 3 murs. Un bureau en chêne massif placé devant la fenêtre de gauche. Une cheminée où brûle un feu modeste. Isabelle pose les livres sur le bureau, allume la lampe à huile, s'assoit dans le fauteuil qu'elle n'a pas occupé depuis 6 ans. La pièce sent le renfermer, la poussière, l'abandon. Elle ouvre le premier volume, Pétrarque, sonnet 134. Elle lit les premiers vers en italien. Puis, elle prend une feuille blanche, trempe la plume dans l'encrier, commence à traduire. Les mots viennent lentement, comme une langue qu'on a oubliée et qui revient par fragments. Elle rature. Recommence. Cherche le rythme, la musique. Ce qui faisait qu'autrefois, quand elle traduisait, elle sentait qu'elle touchait quelque chose de vrai. Dehors, la nuit s'épaissit. Le feu dans la cheminée crépite. Isabelle écrit « Elle ne descend pas pour le dîner. » Le lendemain matin, Isabelle ne paraît pas au petit déjeuner. Maxime s'assoit à sa place habituelle, face à une table vide. Une tasse de café qu'il ne touche pas. Le domestique entre, dépose une assiette. Attend. Madame la duchesse ? Dans son bureau, monsieur le duc. Le domestique sort. Maxime regarde la nappe. La tache de café de la veille a été nettoyée. Mais on voit encore l'endroit. Une ombre brune, une trace. Il se lève, monte au premier étage, s'arrête devant la porte du bureau. Il entend le grattement de la plume sur le papier. Il lève la main, hésite, redescend. Les jours suivants établissent un nouveau rythme. Isabelle se lève à l'aube, monte au bureau, traduit jusqu'à midi, descend déjeuner seule dans la petite salle du rez-de-chaussée, remonte, traduit jusqu'au soir, dîne dans sa chambre. Maxime la croise dans les escaliers, dans les corridors. Elle le salue d'un signe de tête. Passe,
Ne s'arrête pas. Il essaie une fois de lui parler. C'est le 5e jour. Il entre dans la bibliothèque. Elle est là, debout devant les rayonnages. Cherche un volume. Isabelle, il faut que nous parlions. Les fermiers du domaine de l'Est. Parle-en à Monsieur Ferrand, c'est l'intendant, c'est son travail. Tu t'en occupais toujours. Je m'occupais de beaucoup de choses. Elle trouve le livre qu'elle cherchait, le retire de l'étagère. Maintenant, je m'occupe de ce qui compte. Elle sort. Maxime reste seul dans la bibliothèque, face au rayonnage, aux milliers de volumes qu'ils ont accumulés en 9 ans, aux livres qu'elle lisait et dont elle ne parlait jamais, parce qu'il ne demandait jamais. Le 8e jour, Isabelle réorganise les étagères du bureau. Elle retire les livres, un par un, les pose sur le sol, essuie la poussière, les replace dans un ordre nouveau. C'est en déplaçant un volume de Dante qu'elle remarque quelque chose. La poussière sur l'étagère n'est pas uniforme. Il y a des traces, des lignes nettes, comme si quelqu'un avait retiré des livres. Régulièrement, récemment, Isabelle regarde de plus près. Certains volumes sont légèrement décalés, pas à leur place habituelle, comme si on les avait remis à la hâte, sans se souvenir exactement d'où ils venaient. Elle prend un livre au hasard, l'ouvre, un point de lecture tombe. Un simple rectangle de papier plié, elle le ramasse, le déplie. Rien d'écrit dessus, juste un morceau de papier blanc. Elle regarde la page où le point de lecture était glissé. Page 47. Elle fouille sa mémoire. La dernière fois qu'elle a ouvert ce livre, c'était il y a 6 ans. Elle se souvient. Elle avait lu jusqu'à la page 12, puis elle avait arrêté. Posé le livre sur l'étagère. Fermé la porte du bureau. Page 47. Quelqu'un a continué à lire. Isabelle reste immobile. Le livre ouvert dans les mains, le point de lecture entre ses doigts. Elle parcourt les étagères du regard. Compte les volumes déplacés, les traces de poussière interrompues, les signes d'une présence qui ne devrait pas être là. Quelqu'un est entré dans cette pièce. Pas une fois. Pas par hasard. Régulièrement. Pendant des années. Quelqu'un a retiré les livres, les a lus, les a replacés. Quelqu'un a continué ce qu'elle avait commencé. Isabelle s'assoit dans le fauteuil, pose le livre sur le bureau. Elle regarde la porte. Fermée. Comme elle l'a laissée chaque soir depuis 8 jours. Comme elle l'avait laissée chaque jour pendant 6 ans. La porte qu'elle croyait fermée. La porte que quelqu'un ouvrait en secret. Elle sent quelque chose monter en elle. Pas de la colère. Pas encore. De la stupeur. 6 ans. 6 ans à croire que cette pièce était vide. Que personne ne s'en souciait. Que ce qu'elle avait abandonné ici n'avait d'importance pour personne. Et pendant tout ce temps, quelqu'un venait. La nuit sans doute, quand elle dormait, quand la maison était silencieuse. Quelqu'un entrait, prenait un livre, lisait, le replaçait. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle sache. Isabelle ferme les yeux. La colère arrive maintenant, lente, froide, précise, pas contre lui, contre elle. 6 ans sans ouvrir cette porte, 6 ans à se dire que c'était suffisant, que ce qu'elle avait perdu n'était pas si important, que la vie qu'elle menait, parfaite, vide, impeccable, était ce qu'elle méritait. 6 ans à mentir, pendant que lui mentait aussi. Mais au moins, lui entrait dans cette pièce. Elle avait fermé la porte et jeté la clé. Ce soir-là, Isabelle ne dîne pas dans sa chambre. Elle descend. Entre dans la salle à manger. Maxime est déjà assis. Il lève les yeux. Surpris, Isabelle. Maxime. Elle s'assoit, à sa place habituelle. 8 pieds d'oust de bois cirés entre eux. Le domestique sert le potage. Ils mangent en silence. Isabelle attend. Elle sait qu'il va parler, qu'il va essayer de rétablir quelque chose, de reprendre pied. Effectivement, après la 3e cuillerée,
Maxime pose sa cuillère. Le domaine de l'Est. Monsieur Ferrand dit que les fermiers... Je sais. Il m'a écrit. J'ai répondu. Maxime la regarde. Tu continues à t'en occuper? Je continue à faire ce qui doit être fait. Mais je ne fais plus semblant de croire que c'est une conversation. Elle prend une bouchée de pain, mâche, avale. Pendant 9 ans, tu m'as parlé des domaines, des fermiers, des comptes, et tu as cru que c'était de l'intimité, que gérer une maison ensemble, c'était être ensemble. Elle boit une gorgée de vin. Ce n'était pas de l'intimité, Maxime, c'était de l'administration. Maxime ne répond pas. Le domestique apporte le plat suivant. Sert, ressort. Qu'est-ce que tu veux, Isabelle? Elle le regarde? Vraiment. Pour la première fois depuis le matin du café renversé. Je veux que tu sois dans la pièce quand tu es dans la pièce. Elle pose ses couverts. Je t'ai vu sur la terrasse des Montaigu, avec Geneviève de Tressac. Je t'ai vu rire, gesticuler, te pencher vers elle, exister. Sa voix ne tremble pas. Et j'ai compris que pendant 9 ans, tu m'as donné un fantôme. Une version de toi qui faisait les gestes, qui prononçait les mots, mais qui n'était jamais là. Maxime serre les mâchoires. Tu ne comprends pas. Si, je comprends parfaitement. Tu es capable de présence. Tu choisis simplement de ne pas me la donner. Elle se lève. Quand tu seras prêt à me donner ce que tu donnes à une femme que tu n'as pas épousée, fais-le-moi savoir. Elle sort. Maxime reste seul, face à une assiette pleine, une chaise vide, et le poids d'une vérité qu'il ne peut plus nier. Le 10e jour, une lettre arrive. L'enveloppe est adressée à Isabelle. L'écriture est fine, élégante, féminine. Le domestique la lui apporte dans le bureau. Isabelle ouvre l'enveloppe, déplie la lettre. Madame, je sais que mon nom ne vous est pas inconnu. Je sais aussi que les circonstances rendent cette lettre inconvenante. Mais je préfère l'inconvenance à la lâcheté. Je souhaiterais vous voir. Pas pour m'expliquer, pour vous parler. Si vous acceptez, je serai chez moi demain après-midi. Si vous refusez, je comprendrai. Geneviève de Tressac. Isabelle relit la lettre. 1 fois. 2 fois. Puis elle prend une feuille, écrit 3 lignes. Cachette. Sonne le domestique. Portez ceci à cette adresse, aujourd'hui. Le lendemain après-midi, Isabelle monte dans la voiture. Seule. Maxime la voit partir depuis la fenêtre de son bureau. Il ne demande pas où elle va. La maison de Geneviève de Tressac est à 1 heure de route. Une demeure modeste, élégante, entourée d'un jardin soigné. Isabelle descend de la voiture, frappe à la porte. Une domestique ouvre, la conduit au salon. Geneviève est debout près de la fenêtre. Elle se retourne quand Isabelle entre. Elle est belle. 34 ans, cheveux noirs, yeux sombres, une robe simple, pas de bijoux. Elle n'a pas l'air d'une femme qui a volé un mari. Elle a l'air fatiguée. Madame de Vaudreuil, merci d'être venue. Madame de Tressac. Elle s'assoit, face à face. 2 femmes qui ne se connaissent pas, qui partagent un homme sans le partager. Geneviève parle la première. Je ne suis pas l'amante de votre mari. Isabelle ne répond pas. Je l'ai été. Il y a longtemps. 3 semaines. L'été avant son mariage. Nous avions 20 ans. Nos familles nous ont séparés, trop jeunes. Pas assez d'argent de mon côté. Les raisons habituelles. Elle regarde par la fenêtre. Nous ne nous sommes pas revus pendant 9 ans, jusqu'au bal des Montaigu. Elle se tourne vers Isabelle. Il n'y a rien eu ce soir-là. Pas de baiser, pas de rendez-vous. Juste une conversation, sur la terrasse. Nous avons parlé, ri, comme autrefois. Isabelle écoute, sans bouger. Mais vous l'avez vu, continue Geneviève.
Et vous avez compris ce que moi, j'ai mis des années à comprendre. Quoi? Qu'il ne m'aime pas. Geneviève sourit. Un sourire triste. Il aime l'homme qu'il était avec moi. Votre mari ne me regarde pas, il se regarde lui-même à travers moi. Il voit le garçon de 20 ans qui n'avait pas de titre, pas de responsabilité. Qui pouvait rire sans se demander si c'était convenable? Elle se lève, marche vers la cheminée. Et j'en suis las. Las d'être le miroir dans lequel il contemple sa jeunesse perdue. Las d'être le refuge où il fuit ce qu'il est devenu. Elle se retourne. Je ne veux pas de lui, madame. Je n'en veux plus. Ce que je veux, c'est que vous sachiez que ce que vous avez vu n'était pas de l'amour. C'était de la nostalgie. Et la nostalgie n'est pas une rivale. C'est une maladie. Isabelle reste silencieuse un long moment. Puis elle demande « Pourquoi me dites-vous cela ?» Parce que j'ai été la femme qui attend. Pendant 9 ans, j'ai attendu qu'il revienne, qu'il choisisse, qu'il soit brave. Geneviève s'assoit de nouveau. Et maintenant, je vois que vous êtes en train de devenir la femme qui attend aussi. Et je refuse d'être la raison pour laquelle une autre femme gaspille sa vie. Elle hésite, puis ajoute « Il m'a dit une fois, il y a longtemps, que votre intelligence l'intimidait, qu'il avait lu quelque chose que vous aviez traduit et qu'il n'avait pas su quoi répondre. » Isabelle lève les yeux brusquement. « Il a regretté de me l'avoir dit, » continue Geneviève. Comme si admirer sa femme devant une autre femme était un aveu de faiblesse. Elle se penche vers Isabelle. « Votre mari vous admire, madame. Et cette admiration le terrifie, parce qu'elle l'oblige à être à la hauteur, et qu'il a peur de ne pas l'être. » Isabelle rentre à la tombée du soir. Elle monte directement au bureau, ferme la porte, s'assoit dans le fauteuil, regarde les étagères, les traces de poussière, les livres déplacés, le point de lecture à la page 47. Il avait lu quelque chose que vous aviez traduit. Elle se lève, parcourt les rayonnages, cherche, elle trouve. Le volume de Pétrarque, celui qu'elle avait commencé à traduire il y a 6 ans, celui qu'elle n'avait jamais fini. Elle l'ouvre, tourne les pages. Page 12, là où elle s'était arrêtée. Page 47, là où le point de lecture était glissé. Elle lit le sonnet. Le 292, celle que j'ai chantée pendant 20 ans m'a transformée, et je ne l'ai jamais remerciée. Elle referme le livre, le pose sur le bureau, regarde la porte. Derrière cette porte, quelque part dans cette maison, il y a un homme qui entrait ici la nuit, qui lisait ce qu'elle écrivait, qui continuait ce qu'elle avait abandonné. Un homme qui admirait, en secret, sans jamais le dire, un homme qui avait peur. Ce soir-là, Maxime frappe à la porte du bureau. Pas de réponse. Il frappe de nouveau. « Isabelle ?» La porte s'ouvre. Isabelle est debout, le visage calme, les yeux durs. Entre. Maxime hésite, puis franchit le seuil. C'est la première fois qu'il entre dans cette pièce en plein jour, la première fois qu'elle l'y invite. Il regarde les étagères, les livres, le bureau où elle travaille. « Tu as vu ?» dit-il. « Ce n'est pas une question. Oui. » « Les livres, les traces. » « Oui. » Silence. « Tu es entré ici, » dit Isabelle, « pendant 6 ans. » « Oui. » « Et le point de lecture de ma dernière traduction est passé de la page 12 à la page 47. » « Oui. » « Tu as continué à lire ce que j'avais cessé d'écrire. » Maxime hoche la tête. Isabelle marche vers la fenêtre, regarde le jardin plongé dans l'obscurité. Et au lieu de me le dire, tu as quoi? Tu as fermé la porte chaque fois? J'ai fait ce que les hommes de ma famille font depuis 3 générations. J'ai administré notre mariage, notre distance, ton silence, le mien. Isabelle se retourne. Tu as administré notre mariage.
9 ans. Elle rit, un rire bref, sans joie. J'ai vu Geneviève aujourd'hui. Maxime pâlit. Elle m'a dit qu'elle ne t'aimait pas, que tu ne l'aimais pas, que ce que vous partagiez, c'était une nostalgie mutuelle. Isabelle s'approche de lui. Elle m'a dit aussi que tu lui avais confié un jour que mon intelligence t'intimidait, que tu avais lu quelque chose que j'avais traduit et que tu n'avais pas su quoi répondre. Maxime détourne les yeux. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que si je te disais chaque soir ce que j'ai pensé de tes traductions, tu aurais su qui j'étais. C'est exactement ce que je te reproche. Maxime la regarde enfin. Et qui j'étais, qui je suis? C'est un homme qui a peur de rester dans une pièce quand quelqu'un le regarde vraiment. Mais tu es resté dans des pièces pendant 9 ans. Mon corps était là. Isabelle hoche la tête lentement. Je sais. C'est ce que je te reproche. Les jours suivants, Maxime se retire. Il ne cherche plus à parler à Isabelle, ne la croise plus dans les corridors, prend ses repas seul dans son bureau. Isabelle continue à traduire. Le matin, l'après-midi, le soir. Elle ne cherche pas Maxime non plus, mais elle sent son absence, différente de l'absence des 9 années précédentes. Cette absence-là est active, consciente. C'est une fuite. Le 14e jour, la femme de chambre d'Isabelle frappe à la porte du bureau. « Madame ?»« Oui, Jeanne. » La jeune femme hésite, tord ses mains. Les domestiques murmurent « Madame ». Isabelle pose sa plume. Que disent-ils? Ils demandent si Madame part, si Madame et Monsieur le Duc vont se séparer. Isabelle regarde Jeanne. La jeune femme rougit. « Pardonnez-moi, Madame, mais ils parlent. Et si les domestiques parlent, bientôt toute la région parlera. »« Oui, Madame. » Isabelle se lève, marche vers la fenêtre. Si les domestiques parlent, dans une semaine, ce sera le sujet de toutes les conversations. Dans 2 semaines, les familles commenceront à prendre parti. Dans 1 mois, ce sera un scandale. Ce qui était privé devient urgent. Merci, Jeanne. Tu peux disposer. La jeune femme sort. Isabelle reste debout près de la fenêtre. Regarde le parc. Les arbres encore nus. Le ciel gris de mars. Elle sait ce qu'elle doit faire. Ce soir-là, Isabelle ne va pas chercher Maxime. Elle le convoque. Elle envoie un domestique avec un message simple. Bureau du Sud. Ce soir, 8 heures. À 8 heures, Maxime frappe. Entre. Il entre. Referme la porte derrière lui. Isabelle est assise derrière le bureau, les mains posées à plat sur le bois. « Assieds-toi » Maxime s'assoit, pas sur la chaise en face du bureau, sur celle à côté, à un bras de distance. Isabelle le regarde. Il a maigri, des cernes sous les yeux, la mâchoire serrée. « Les domestiques murmurent, » dit-elle. « Jeanne m'a demandé ce matin si je partais. Si les domestiques parlent, dans 1 semaine, la comarca parlera. » Maxime hoche la tête. « Je sais. Alors il faut que nous parlions, vraiment, pas comme nous avons parlé pendant 9 ans. Pas d'administration, pas de faux semblants. » Elle se penche vers lui. « Je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu es entré dans cette pièce pendant 6 ans sans jamais me le dire? Pourquoi tu as lu ce que j'écrivais sans jamais en parler? Pourquoi tu m'as donné 9 ans d'absence alors que tu étais capable de présence? » Maxime regarde ses mains, les doigts entrelacés, les jointures blanches. « Parce que j'avais peur. »« De quoi? »« De toi ?» Isabelle ne bouge pas. « De ce que tu verrais si j'étais là. Vraiment là. Pas le duc, pas l'administrateur, le reste. » « Et qu'est-ce qu'il y a dans le reste ?» Maxime lève les yeux, la regarde. Un homme qui a lu chaque traduction que tu as faite. Chaque soir, dans cette pièce, quand tu dormais, et qui a compris qu'il ne serait jamais à ta hauteur. Isabelle reste silencieuse.
Quand je t'ai épousé, continue Maxime, je t'admirais. Ta langue, ton esprit, ta manière de voir le monde. Mais l'admiration, c'est confortable. On peut admirer de loin, sans risque. Il se lève, marche vers les étagères, puis tu as commencé à traduire. Et j'ai lu. Et j'ai compris que tu ne voyais pas seulement le monde différemment. Tu le voyais mieux, plus clairement, plus profondément. Il touche le dos d'un livre. Et j'ai eu peur que si je te disais ce que je pensais, tu verrais qui j'étais vraiment. Un homme ordinaire, un duc qui administre des terres, qui gère des comptes, qui fait ce qu'on attend de lui. Tu n'es pas ordinaire. Maxime se retourne. Si, je le suis. Et toi, tu ne l'es pas. Et cette différence me terrifiait. Isabelle se lève, contourne le bureau, s'arrête devant lui. Alors tu as choisi l'absence? Oui. Tu as choisi de me donner la version administrative de toi-même, le duc, l'époux convenable, l'homme qui ne fait jamais de vagues. Oui. Et avec Geneviève? Maxime ferme les yeux. Avec Geneviève, je retourne à 20 ans, quand je n'avais pas de titre, pas de responsabilité, quand je pouvais rire sans me demander si c'était digne, quand je pouvais être médiocre sans conséquence. Il rouvre les yeux. Ce n'est pas de l'amour, Isabelle. C'est de la régression. Et c'est lâche. Isabelle hoche la tête lentement. Oui. C'est lâche. Elle fait un pas vers lui. Mais au moins maintenant tu le dis. Ils restent debout face à face. La lampe à huile projette leurs ombres sur les murs. Je ne veux pas de tes excuses, dit Isabelle. Je ne veux pas que tu me dises que tu m'aimes. C'est un mot que tu utiliserais pour fermer la porte encore une fois. Qu'est-ce que tu veux? Isabelle le regarde. Vraiment. Comme elle ne l'a pas regardé depuis des années. Je veux que tu sois dans cette pièce quand tu es dans cette pièce. Je veux que tu lises une traduction et que tu me dises ce que tu en penses. Avec ta voix. Pas en secret à 3 heures du matin. Je veux que tu ris devant moi comme tu as ri devant elle sur cette terrasse. Elle s'approche encore. Je veux que tu existes. Avec moi. Pas malgré moi. Et si je ne peux pas? Alors je partirai. Pas par vengeance. Parce que je refuse de vieillir à côté d'un homme qui garde sa présence pour les femmes qu'il n'a pas choisies. Maxime la regarde. Et fait la chose la plus difficile de sa vie adulte. Il avance la main, sur le bois du bureau, pose ses doigts près des siens. Ne les touche pas. Le premier mouvement volontaire vers elle en 9 ans. Le sonnet 292, dit-il. Sa voix est basse, rauque. C'est celui où Pétrarque comprend que la femme qu'il a chantée pendant 20 ans l'a transformé, et qu'il ne l'a jamais remerciée. Isabelle regarde leurs mains, proches, pas touchées. Tu te souviens? Page 47. Ta traduction est meilleure que l'original. Isabelle ferme les yeux. Respire. Alors c'est pire que ce que je croyais. Tu étais là, quelque part, tout le temps. Et tu as choisi de ne pas le montrer. Oui. Pourquoi maintenant? Maxime regarde leurs doigts, séparés par un pouce de bois ciré. Parce que la tasse est tombée. Et que pour la première fois, le bruit que ça a fait m'a réveillé. Silence. La lumière du soir entre par la fenêtre. Oblique. Doré. Les étagères Bovary reportent les traces de ses visites. Poussière interrompue. Livre hors d'ordre. L'archéologie d'une présence qui n'a jamais osé avoir un nom. Isabelle ne prend pas sa main, mais elle ne retire pas la sienne. Demain matin, dit-elle. Petit déjeuner, même table. D'accord. Et cette fois, quand je parlerai, regarde-moi. Pas comme un duc qui écoute, comme un homme qui est dans la pièce. D'accord. Et si tu lâches ta tasse encore une fois, c'est toi qui nettoies. Un silence. Et quelque chose dans le visage de Maxime. Quelque chose qui ressemble, de très loin,
au tout début d'un sourire qu'il ne contrôle pas. Les semaines suivantes ne sont pas faciles. Maxime descend chaque matin, s'assoit à table, observe Isabelle quand elle parle. Parfois il répond, parfois il se tait. Mais il est là. Isabelle continue à traduire. Mais elle laisse la porte du bureau ouverte. Un soir, Maxime s'arrête sur le seuil. « Je peux entrer ?» Isabelle lève les yeux de sa page. « Oui. » Il entre, s'assoit dans la chaise à côté du bureau. Isabelle continue à écrire. Maxime observe. « Qu'est-ce que tu traduis ?» Sonnet 311. Celui où il parle de la lumière qui l'a guidé. Isabelle le regarde. « Surprise, tu te souviens de tous ? De ceux que tu as traduits, oui. » Elle pose sa plume, tourne la page vers lui. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Maxime lit. Lentement, ses lèvres bougent en silence. Le troisième vers. « Qui m'a conduit ?» C'est trop direct. Pétrarque dit « Chemimenava ». C'est plus doux, presque involontaire. Isabelle prend la plume. Barre, écrit au-dessus. « Qui me menait ?» Oui. Elle le regarde. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Parce que te le dire, c'était admettre que je te lisais, et qu'admettre que je te lisais, c'était admettre que tu comptais. Je compte. Maxime hoche la tête. Je sais. Un mois après le matin du café renversé, Isabelle descend pour le petit déjeuner. Maxime est déjà là, mais pas à sa place habituelle. Il est assis à côté de la place d'Isabelle, sur le côté de la table, pas à l'autre bout. Isabelle s'arrête sur le seuil. « Et qu'est-ce que tu fais ?»« Je change de place. »« Pourquoi ?»« Parce que 8 pieds de bois, c'est trop loin. » Isabelle s'assoit, à sa place habituelle. Maxime est à un bras de distance. Sur la table, entre leurs assiettes, un cahier ouvert. La traduction du sonnet 311 en écriture d'Isabelle. Des annotations dans la marge en écriture de Maxime. Ils mangent en silence. Mais ce silence n'est pas celui des 9 années précédentes. C'est un silence choisi, partagé. Isabelle boit sa tisane. Maxime boit son café. Il ne renverse pas sa tasse. 2 mois après le matin du café renversé, Maxime et Isabelle se promènent dans le parc. C'est le soir. Le soleil descend derrière les arbres. Ils marchent côte à côte. Pas de bras dessus, bras dessous, mais proches. Les domestiques ne murmurent plus, dit Isabelle. Je sais. Jeanne m'a dit qu'il pensait que nous avions eu une dispute et que nous l'avions résolue. Maxime sourit. C'est une manière de voir les choses. Isabelle s'arrête, se tourne vers lui. Est-ce que c'est résolu ? Maxime la regarde. Vraiment, comme il a appris à le faire. Non, mais c'est commencé. Isabelle hoche la tête. Oui, c'est commencé. Ils reprennent leur marche. Le soleil touche l'horizon. Le ciel devient orange, puis rose, puis violet. Ils atteignent la terrasse, celle qui donne sur le jardin. Isabelle s'appuie contre la balustrade, contemple le paysage. Maxime se tient à côté d'elle, plus près qu'avant, pas encore touchant. « Je ne serai jamais l'homme que tu as vu sur la terrasse des Montaigu », dit-il. Isabelle le regarde. « Pourquoi ?» Parce que cet homme avait 20 ans, et qu'il ne savait pas ce que c'était que d'avoir peur. Et maintenant ? Maintenant je sais, et je choisis d'être là quand même. Isabelle se tourne vers lui, complètement, face à face. C'est tout ce que je demande. Elle se penche vers lui, lentement, laissant le temps de reculer. Il ne recule pas. Elle pose ses lèvres sur la commissure de sa bouche. Pas un baiser complet. Une promesse géographique. Maxime tourne le visage. Millimètre. Un mouvement qui choisit. Leurs lèvres se touchent. Le premier baiser en 9 ans qui soit un choix. Pas un devoir. Pas une habitude. Un choix. 4 mois après le matin du café renversé. Comedor del desayuno. Lumière matinale. Froide,
net. Table longue, nappe de lin, service bleu de Sèvres. Isabelle est assise, Maxime aussi. Mais la chaise de Maxime n'est plus à l'autre bout de la table. Elle est à côté. Sur la table, entre leurs assiettes, un cahier ouvert. Traduction du sonnet 16 en écriture d'Isabelle. Annotation en écriture de Maxime. 2 tasses. Une de tisane, une de café. La tasse de café a une fissure. Réparée avec de la laque dorée. Cicatrice assumée. Isabelle beurre un morceau de pain. Maxime lit la traduction. Le 5e vers. Qui me consume? C'est trop violent. Isabelle prend la plume posée à côté du cahier. Barre. Écrit au-dessus. Qui me dévore lentement. Maxime hoche la tête. Mieux. Isabelle sourit. Continue à manger. Maxime boit son café, repose la tasse sans la renverser. 2 mains sur la table, proches, pas touchées. Mais le silence entre elles n'est pas vide. C'est un silence habité, choisi, partagé. Dehors, le printemps commence. Les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantent. Dedans, dans la salle du petit déjeuner, quelque chose a commencé aussi. Pas la fin. Le début. Le premier vrai petit déjeuner de leur mariage.